C'est peut-être parce qu'on était au sommet de la première vague de COVID-19 qu'on en a moins parlé. La pire tuerie de masse dans l'histoire récente du Canada. Le drame de Portapique. À ce moment-là, je croyais que c'était un événement isolé, comme un drame familial, et que ce gars-là n'était pas à la recherche d'innocents pour les tuer. Dans la nuit du 18 avril, Gabriel Wortman a fait un carnage dans cette petite communauté de la Nouvelle-Écosse. 22 victimes innocentes, des mères, des pères de famille. Une nuit d'horreur qui a duré 13 longues heures avant que le tueur ne soit finalement abattu. Pendant des heures. Des heures alors que des gens mouraient brûlés vifs jusqu'ici. Toutes ces heures pour réagir, ça n'a pas de bon sens. Cette semaine, on vous présente l'enquête bouleversante de nos collègues du Fifth Estate qui sont retournés voir les familles des victimes parce qu'il y a de nombreuses questions auxquelles la GRC refuse toujours de répondre. C'est incroyable qu'ils aient cru à sa mort et n'aient vu leur erreur que quand les meurtres ont repris. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. So there's a structure fire. There's a person down there with a gun. Portapique est une communauté tranquille. Nichée sur la côte de la baie de Fundy, c'est la région des chalets de la Nouvelle-Écosse. Mais la nuit du 18 avril, plusieurs incendies sont allumés dans la région. D'abord, il y a eu des coups de feu. Puis, des récits se sont répandus sur Facebook. J'ai des amis dans la région de Portapique. Ils disaient qu'il y avait des flammes plus hautes que la cime des arbres et qu'il y aurait eu des coups de feu. Je n'y ai pas accordé d'importance jusqu'à ce que j'apprenne que ça se passait sur le chemin de Portapique Beach. Portapique, sur le chemin Beach Road, c'est tout près de la maison du père de Tyler Blair, de sa femme Jamie et de leurs 2 jeunes garçons. Leur voisin s'appelle Gabriel Wortman. Wortman est un denturologiste, mais dans le voisinage, il ne passe pas inaperçu, avec ses nombreuses armes à feu et son mauvais caractère. Et cette nuit-là, il va se déchaîner. Je pense que mon père était devant la maison au moment où Gabriel est arrivé. Des voisins ont entendu mon père crier « Qu'est-ce que tu fais avec un fusil ?» C'est là qu'il l'a abattu. Jamie a couru jusqu'à la porte. Elle a fait entrer les enfants dans la maison et a couru avec eux s'enfermer dans leur chambre. Mes 2 petits frères se sont cachés derrière le lit. Jamie s'est plaqué le dos contre la porte, mais il a tiré à travers la porte. Les policiers lui apprendront plus tard que ses parents furent les premières victimes de Wortman. Sa belle-mère était en ligne avec le 911 quand elle a été tuée. Jamie est comme une mère pour moi. Depuis presque 20 ans, c'est une des plus belles personnes qui soit. Après avoir vu leurs parents mourir, les 2 garçons de 10 et 12 ans se cachent dans le garde-robe. Mais ils comprennent que le tireur a commencé à mettre le feu à leur maison. Ils ont senti de la fumée, mais c'était la fumée des coups de feu. Mon petit frère est sorti de la maison et a vu que le tireur avait retiré des bûches du feu et il les répandait partout sur le plancher. Puis, il a ouvert le poêle au propane. Il réalise alors qu'il faut s'enfuir et il s'enfonce dans la forêt, jusqu'à la maison la plus proche, celle de Lisa McCauley et de ses 2 enfants. Lisa est enseignante. Lisa était tellement dynamique. C'était l'expression même de la vie. Son humour, sa musique, sa façon de mordre dans chaque moment de la vie. Elle n'avait peur de rien. Elle était une vraie maman ours, prête à protéger et à aider tout le monde. C'est pour ça qu'elle était sortie, quand elle a vu les flammes qui dépassaient la cime des arbres.
Elle a vu un agent de la GRC et lui a probablement demandé s'il fallait évacuer et ce qui s'était passé. Et elle a été tuée. Nous savons maintenant que les 18 et 19 avril, le tireur portait des pièces d'un uniforme authentique de la GRC, dont une chemise et un pantalon avec une ligne jaune. Les jours suivant les événements, la GRC reste aussi stupéfaite que les citoyens ordinaires. Les premiers agents sur les lieux parlent d'une scène de chaos. So there's a structure fire. There's a person down there with a gun. They're still looking for him. Ils partent tout de suite à la recherche du tireur, selon les politiques de la GRC. Mais ils ne trouvent que des corps. It's very vague what's going on down there, but there is for sure multiple patients down there. Les Blair, Lisa McCauley, 10 autres victimes s'ajouteront à la liste. Corey Ellison, John Zal et Elizabeth Thomas, Don et Frank Golenchin, Joy et Peter Bond, Emily Tuck et ses parents, Aaron et Jolene. Do we know if these cut the ceiling? No, not for sure. They don't know if they've caught him. I don't know. À 23h32 samedi, la GRC lance son premier avertissement public. Un tweet qui ne parle ni d'incendie ni de gens abattus. Juste une plainte pour arme à feu et l'avertissement aux gens de Portapique de ne pas sortir de chez eux. À près de 50 km de Portapique, au nord de la ville de Truro, Nick Beaton et sa femme Kirsten suivent aussi les événements sur Facebook. On a parlé de ce qui circulait avant de se coucher, puis ça a fini par se calmer. Comme travailleuse en santé communautaire, Kirsten se rendait souvent dans des régions comme Portapique. Mais cette nuit-là, nul danger imminent ne semblait à craindre. J'étais inquiet pour les gens de ce coin-là, pas pour nous. Ça ne se passait pas dans la même région du tout. Et il y a beaucoup d'autres villages entre le nôtre et Portapique. Cependant, la famille d'une autre infirmière, une collègue de Kirsten, s'inquiétait de son côté. Heather O'Brien connaissait bien les Blair de Portapique. Sa fille, Darcy, fut la première à apprendre l'horrible nouvelle. Il était 5h30 quand mon mari m'a réveillée après être sorti de la maison le matin du 19. On ne savait pas trop encore ce qui s'était passé. J'ai appelé ma mère pour lui dire que Jamie et Greg étaient morts et que je ne savais pas ce qui leur était arrivé. Déjà durant la nuit, la GRC soupçonnait à l'interne que Wortman était un possible suspect. Mais les policiers disent que ce n'est qu'à l'aube qu'un témoin est venu confirmer leurs soupçons. Quelqu'un a frappé à ma porte. C'était la conjointe de Gabriel Wortman. J'ai ouvert, je l'ai fait entrer en vitesse, puis j'ai claqué la porte en la verrouillant. Elle lui a dit s'être cachée toute la nuit dans la forêt. Dans sa déposition, elle a ajouté que Wortman l'avait battue et attachée. Elle était en crise. Elle n'arrivait plus à tenir en place. Elle a dit « Gabriel est devenu fou ». J'ai dit « Oui, il vient de brûler sa maison ». Elle a paniqué. Je l'ai mise dans la salle de bain et j'ai fait le 911. Nos agents se sont présentés sur place et c'est à ce moment-là que, grâce à un témoin important, nous avons appris plus de détails au sujet de Gabriel Wortman, dont le fait qu'il possédait une réplique de véhicule de police à l'effigie de la GRC, ayant tout l'équipement nécessaire et portait un uniforme de police. Mais où se trouvait le véhicule et où était Wortman? Plus de 12 heures après notre arrivée à Portapique, le service 911 a commencé à recevoir une deuxième série d'appels venant d'un secteur situé à plus de 60 km de Portapique. Ce secteur est la vallée de Wentworth, à 45 minutes de là en voiture. Les appels provenaient d'un autre groupe de chalets et de maisons de campagne, situés sur le chemin Hunter. Mes voisins m'ont texté pour savoir si on avait entendu des coups de feu tôt en matinée. J'ai dit non, mais là j'entends quelque chose. Et à ce moment, il y a eu une énorme explosion. Je leur ai dit,
« Mon Dieu, avez-vous entendu ça? Qu'est-ce qui se passe? » Et ils ont répondu, « Ne bouge pas de chez toi, il y a un fou dangereux sur la route. » Des caméras de surveillance sur le chemin Hunter ont capté des images ressemblant à une voiture de la GRC à 6h30 du matin, près de la maison d'Alana Jenkins et Sean McLeod. 3 heures plus tard, lorsque la voiture repart, ils étaient morts. As-tu une idée de la raison pour laquelle il s'en est pris à eux? Peut-être parce qu'ils étaient heureux et que ça le rendait jaloux. Il enviait peut-être leur vie. Je n'en ai aucune idée. C'est la seule explication qui me soit venue. Wortman connaissait Jenkins et McLeod, 2 agents correctionnels. Ils élevaient 2 filles, dont Amelia, 18 ans. Ils étaient vraiment attentionnés, généreux, pleins d'amour, drôles. Leur maison était toujours ouverte. Leur maison fut aussi incendiée. Leur voisin, Tom Bagley, venu voir ce qui se passait, fut aussi tué, tout comme Lillian Hislop, qui passait tout près lors de sa promenade du matin. Wentworth et le chemin Hunter se situent à environ 40 km du village de Debert. Et dimanche matin, Kristen Beaton se préparait à se rendre travailler dans la région. Elle partait pour aller travailler. Il était très tôt, 6 ou 7 heures, je ne sais plus trop. Elle est revenue, elle m'a donné un gros baiser et un gros câlin en me disant « Bébé, t'es le meilleur ». Et j'étais loin de... J'étais loin de me douter que ce serait son dernier baiser, son tout dernier. Durant son trajet, Kristen gardait un œil sur les nouvelles via Facebook. Peu avant 10 heures, elle a appelé Nick pour lui dire que quelqu'un venait de lui partager un nouveau tweet de la GRC, nommant Gabriel Wortman comme le suspect de porte-à-pic. Je me rappelle que j'ai écrit son nom sur un bout de papier et que j'ai dit à Kristen que j'allais trouver la page Facebook du gars. Je pourrais lui envoyer une photo pour qu'elle le reconnaisse. Comme ça, elle pourrait l'éviter. À ce moment-là, je croyais que c'était un événement isolé, comme un drame familial, et que ce gars-là n'était pas à la recherche d'innocents pour les tuer. Donc, je lui ai envoyé la photo de ce type, et c'est la dernière chose qu'elle a lue. Heather O'Brien était elle aussi sur la route. Elle venait voir ses enfants qu'elle savait bouleversés par le sort que venait de subir la famille Blair. On a un forum familial sur le web. Ma mère a écrit pour savoir ce qu'on voulait comme café, car elle venait nous voir. Elle se doutait bien que les nouvelles de porte-à-pic nous rendaient tous assez nerveux. Je pense qu'elle voulait s'assurer qu'on allait bien. Heather O'Brien et Kristen Beaton allaient toutes deux mourir à 300 mètres l'une de l'autre sur la même route rurale. À 9h59, elle nous a écrit un texto qui mentionnait deux choses. D'abord GRC, puis coup de feu à Debert. Je crois qu'elle s'est retrouvée exactement sur les lieux du meurtre de Kristen Beaton quand il s'est produit. Le meurtrier s'est dit qu'elle avait peut-être été témoin, qu'elle en avait trop vu ou entendu. Elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. 12 heures après le premier meurtre, le bilan des morts s'élève déjà à 19 et le tireur déguisé en policier poursuit son œuvre. Il y a 50 km entre Debert et le secteur de Shubenacadie. Et à nouveau, les caméras de surveillance captent le trajet de Wortman. Lors d'un arrêt, il retire tranquillement sa veste avant de continuer. Des témoins commencent à signaler avoir vu le suspect. Comme la GRC n'avait pas bloqué les routes durant la nuit, elle décide d'envoyer des agents placer des barrages routiers. Les agents Chad Morrison et Heidi Stevenson
doivent se rencontrer pour aller en installer un. Les agents se parlaient sur les ondes de leur voiture. Un véhicule ayant toutes les apparences d'une voiture de la GRC s'est approché de celui de l'agent Morrison, qui a cru qu'il s'agissait de l'agent Stevenson. C'est plutôt le tireur qui était au volant de cette voiture. Il s'est immobilisé à côté du véhicule de l'agent Morrison et a immédiatement fait feu. Morrison survit à l'attaque. Ce n'est pas le cas pour Stevenson. Quelques minutes plus tard, Wortman emboutit sa voiture, puis lui prend son arme de service et la tue. Il tue aussi Joey Weber, qui croyait secourir des accidentés, puis il incendie toutes les voitures. We're just overhead of vehicle fire at the exit on Highway 2. Actually, it looks like might be a police car involved. There's other police vehicles there. He just killed a real cop right in front of us. Oh my God. Oh God. La dernière victime du tueur fut Gina Goulet, une collègue denturologiste qui habitait dans le secteur. Après l'avoir assassinée, Wortman a volé sa voiture et a roulé 21 km avant de manquer d'essence. Ce fut uniquement à ce moment, et seulement parce que l'escouade tactique de la GRC avait aussi décidé d'arrêter à cette station-service pour faire le plein, que la folie meurtrière a finalement cessé. Lorsque l'agent est sorti de son véhicule, il y a eu une altercation entre lui et le tireur, et celui-ci a été abattu. Roger, we have reports of the suspect down at the Enfield Big Stop. Un massacre qui dure 13 heures et qui fait 22 morts. Après la pause, on va revenir en détail sur le trajet de Gabriel Wortman et se demander comment se fait-il qu'il a réussi à parcourir plus de 200 km sans être arrêté. Vous pensez qu'il est passé par là? C'est sûr qu'il est passé par ici. 7 mois après les meurtres de 22 Néo-Écossais, le deuil se poursuit. Des questions alourdissent la douleur du deuil. Que savait la GRC? Qu'a-t-elle fait pour tenter d'arrêter le meurtrier? Des vies auraient-elles pu être épargnées? Tout s'est passé tellement vite, je crois que personne n'aurait pu aider Lisa. À mon avis, pour la sauver, il aurait fallu remonter 10 ans auparavant. En 2002, Gabriel Wortman avait été condamné pour voie de fait. En 2010, la police l'avait soupçonné d'avoir menacé ses parents. Son père se rappelle avoir dit à la police que Wortman possédait des armes à feu. En 2011, une autre information est transmise aux autorités. La police municipale de Truro apprend que Wortman conserve la plupart de ses armes dans son chalet de Portapique. La source révèle même aux policiers que Wortman est atteint de troubles mentaux. Il raconte qu'il veut tuer un policier. Il fallait protéger la population, mais aussi les agents sur le terrain. Vu le sérieux des menaces, notre policier avait publié ces informations pour que tous les corps policiers de la province y aient accès. Mais ce n'est pas la police de Truro qui a juridiction à Portapique, c'est la GRC. Un agent de la GRC a bien rendu visite à Wortman, mais sans aucune suite. 2 ans plus tard, une autre plainte a été déposée à la GRC au sujet des armes à feu de Gabriel Wortman. Quand on l'a connu, on l'a trouvé plutôt louche. Il avait appris que moi et mon mari étions dans les forces armées. Et il nous a montré toutes ses armes, des armes illégales. Et en plus, il nous a demandé si on pouvait lui procurer des armes et des munitions militaires. Nous lui avons dit « Non, vous n'avez pas le droit. C'est illégal. » Madame Forbes a informé la GRC au sujet des armes et a aussi déclaré que Wortman battait sa conjointe. Vous ont-ils dit qu'ils enquêteraient? Ils n'ont pas dit qu'ils ouvriraient une enquête, mais qu'ils allaient suivre le dossier.
Et ils ont ajouté qu'ils ne pourraient sans doute rien faire, parce que je ne leur avais pas fourni de preuves qu'ils possédaient bel et bien ces armes, comme des photos. Les Néo-Écossais ont de nombreuses questions sur les événements et pourquoi ils ont eu lieu, sur les gestes posés et sur ceux qui ne l'ont pas été. Soyez certains que nous partageons ces questions et cette enquête entend bien y répondre. Depuis le drame, peu de réponses sont venues de la GRC. La plupart des informations ont été soutirées à la GRC en cours par les médias. Mais elles ont aussi été obtenues par les familles des victimes qui ont mené leurs propres enquêtes. J'ai bien l'impression que la GRC ne souhaite pas que l'on fasse toute la lumière sur ce qu'elle a fait et sur sa réaction au moment de la tragédie. Pourquoi ne pas faire toute la lumière? Je pense que ça la mettrait dans l'embarras. Par exemple, la GRC refuse toujours de donner le nombre exact d'agents envoyés sur le terrain à Portapique au tout début du déploiement policier, ainsi que l'heure d'arrivée des renforts. Mais elle maintient que les premiers répondants étaient des héros qui ont immédiatement confronté la menace. Comme ils l'ont appris pendant leur formation, ils avaient pour objectif de trouver et d'arrêter la menace. C'est ce que les premiers intervenants de la GRC ont tenté de faire. Mais un témoin révèle n'avoir aucune preuve d'une telle intervention, sauf à l'arrivée de l'équipe d'urgence venue d'Halifax, 2 heures après le début du drame. Selon les témoins, la première intervention de la GRC n'impliquait que 3 voitures de police, toutes stationnées au bout de la route. À mon avis, à ce moment-là, les agents tentaient de sécuriser la scène du crime. Ils ne cherchaient pas à neutraliser le tireur. Et ça aurait pu sauver des vies. D'autres citoyens ont aussi eu la même impression. Je suis resté caché dans la forêt 4 heures à geler, les yeux au ciel, cherchant des lueurs de gyrophares qui ne sont jamais venues. Jamais. Pendant des heures. Des heures alors que des gens mouraient brûlés vifs jusqu'ici. Toutes ces heures pour réagir, ça n'a pas de bon sens. Souvenez-vous de ces 2 enfants qui ont vu leurs parents se faire abattre devant eux. Ils ont gardé leur calme et sont restés à l'abri. Ils ont pu prendre la fuite à travers la forêt jusqu'à la maison voisine. Ils sont entrés s'y cacher avec les 2 jeunes enfants de Lisa McCulley. Ils se sont cachés au sous-sol et ont appelé le 911. Ils ont parlé avec les enfants, les ont aidés à garder leur calme et leur ont donné un mot de passe. Ils leur ont dit de sortir de la maison juste si quelqu'un leur disait ce mot de passe. Mais pour eux aussi, le temps s'est affreusement allongé, de plus de 2 heures. On ne devrait pas laisser 4 jeunes enfants tout seuls pendant 2 heures quand un fou dangereux se promène tout près de là avec un fusil. Savez-vous pourquoi ils ont fait ça? Des membres de la famille McCulley disent que la GRC leur a assuré qu'au moins 6 agents étaient postés autour de la maison pour protéger les enfants. Mais ce n'est pas ce que la GRC a dit à Tyler Blair, et il n'en croit rien. OK, mais pourquoi ne pas avoir aussi envoyé un agent les sortir de là? D'après ce que vous savez de la situation, est-ce que des policiers protégeaient la maison? Ça m'étonnerait beaucoup. Vraiment? Non. Pourquoi? Parce que la GRC a déjà menti tellement de fois. J'ai beaucoup de difficultés à croire la moindre de leurs explications. Peu importe ce qui se passait vraiment sur le terrain, la GRC a passé la nuit à chercher des véhicules reliés à Gabriel Wortman, y compris 3 anciens véhicules de police. À l'aube, les 3 véhicules étaient retrouvés et la GRC a fait une grave erreur. Ils ont conclu que Wortman était mort, qu'il s'était suicidé et que son corps se trouvait dans un de ses bâtiments. Une source à la GRC a confirmé l'information. On a même été jusqu'à renvoyer certains agents chez eux.
Ce n'est qu'après que la GRC a appris l'existence d'une 4e voiture. Elle ignorait autre chose d'essentiel. Portapique avait une sortie secrète, un chemin de terre longeant un champ de bleuets. Vous pensez qu'il est passé par là? C'est sûr qu'il est passé par ici. La GRC a présumé qu'il s'était suicidé, si ça leur faisait plaisir de le croire. Mais sinon, cette route était sa seule façon de s'enfuir. Et tout le monde ici connaît cette route. Mais la GRC ne s'est pas renseignée cette nuit-là, selon lui. Qu'auriez-vous dit aux agents? Qu'il était sorti par ici. C'est incroyable qu'ils aient cru à sa mort et n'aient vu leur erreur que quand les meurtres ont repris. Il aurait pu s'enfuir, quitter le pays et profiter de la situation. Mais il s'est plutôt déplacé à sa guise durant 13 heures, passant même la nuit dans un parc industriel, au nez et à la barbe des policiers avant de reprendre la route. J'ai grandi ici, je sais qu'il y a très peu de points d'entrée ou de sortie. Ils auraient pu bloquer les routes, ils n'ont rien fait. Aucun barrage. Ça aussi, je n'y comprends rien. Un seul barrage entre Wentworth et Glenholm l'aurait empêché de se rendre à Wentworth. Ils auraient pu l'arrêter avant qu'il ne commette ses meurtres, le 19. Des voitures de police auraient dû couvrir toute la région. Il fallait prévenir les corps de police locaux, mais comme rien n'a été fait, il n'a pas été arrêté à Truro. Mais le chef de police de Truro n'a rien su, jusqu'à la semaine suivante. Ça ne s'est pas passé sur notre territoire, mais juste à côté. Évidemment, la sécurité de la population est notre priorité, ainsi que celle de nos agents. Donc, toute information qu'on aurait pu nous transmettre aurait été précieuse. Dimanche matin, la police de Truro rappelle des policiers supplémentaires pour aider la GRC. Celle-ci refuse l'offre de Truro, tout comme celle de la municipalité voisine. La GRC choisit de faire appel à des renforts à l'interne, venus des postes d'Halifax et de Moncton, situés à 1h30 de route. Un tel nombre de policiers convergeant de l'extérieur vers Portapique rend la communication très complexe, jusqu'à presque devenir fatale dans le canton voisin d'Onslow. Voyant que Wortman a fui Portapique, la GRC transmet à tous les services de police un avis de recherche concernant une fausse autopatrouille. Alors qu'un policier monte la garde devant la caserne des pompiers d'Onslow, une autre voiture de la GRC approche. Après quelques minutes, c'est la fusillade. Quand j'ai entendu les coups de feu, j'étais juste ici, en avant. Quelqu'un est entré en criant « Cachez-vous! Tout le monde à terre! Il y a des coups de feu! » Les 2 policiers sont sortis de la voiture en courant. Il y en a un qui s'est caché dans le fossé et l'autre derrière les poubelles. De l'autre côté de la rue, Sharon McClellan est horrifiée de voir les agents du nouveau véhicule se mettre à tirer. Ils se sont mis à tirer. J'ai commencé à paniquer parce que je croyais que le tireur était là. Mais il n'y avait pas de meurtrier. Je ne comprenais plus rien. Le policier dans son auto a levé les mains. On voyait qu'il voulait dire « Ne tirez pas, je suis un policier ». J'ignore le type d'arme qu'ils avaient, mais ils ont fait plus de 32 trous dans la caserne. C'était le chaos total. Vous venez de voir qu'il y a eu des problèmes de communication entre les policiers sur le terrain cette nuit-là. Après la pause, vous allez voir comment la GRC a négligé de donner des informations cruciales à la population, des informations qui auraient pu sauver des vies. Si la GRC nous avait dit ce qu'elle savait dès 11h samedi soir, Kristen n'aurait jamais pris la route. Elle serait restée à la maison. En situation d'urgence, l'information sauve des vies. Lors de cette terrible fin de semaine d'avril, où 22 Néo-Écossais allaient perdre la vie, la GRC n'a pas émis d'alerte de sécurité provinciale. Elle a plutôt choisi les médias sociaux pour parler au public. Ils envoyaient toute l'information sur Twitter. Et ça me met hors de moi. Et pas juste moi, tous les gens à qui j'en ai parlé. La GRC a tweeté 10 fois en 13 heures. Elle l'a fait en s'attendant à ce que les médias locaux diffusent ces messages. De cette manière,
le public saurait que ces messages contenaient les informations les plus complètes et récentes. Mais on sait maintenant que c'était une erreur. Rappelons-nous de ce que la GRC a dit des détails cruciaux qu'elle obtenait sur le tireur. C'est à ce moment-là qu'un témoin important nous a appris plus de détails sur Gabriel Wortman, dont le fait qu'il possédait une réplique de véhicule de police à l'effigie de la GRC ayant tout l'équipement nécessaire, et il portait un uniforme de police. La GRC dit que cette information lui est venue de la conjointe de Wortman après qu'elle soit sortie de sa cachette dimanche matin. Avant, ces renseignements nous étaient inconnus. Nous avons obtenu l'essentiel des informations sur le suspect à ce moment-là. Mais nous avons appris que la GRC avait les mêmes détails au moins 8 heures avant de les diffuser, dès la rencontre du premier témoin à Portapique. Cet homme n'a jamais été identifié publiquement. Il conduisait sa voiture lorsque Wortman l'a tiré et blessé. Il n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais il a fait une déclaration aux policiers à 22h30, le soir du drame. Sur cet enregistrement obtenu par le Fifth Estate, il explique à un détective privé ce qu'il a dit aux policiers. Le lettrage rendait la voiture identique à une autopatrouille. Il semble que ce témoin était crédible pour la GRC, parce qu'un rapport de police interne, à 1h du matin, identifie Wortman comme le suspect et le lie à une vieille voiture de police blanche. 7 heures plus tard, une mise à jour la décrit comme une voiture de police complètement lettrée et donne son numéro. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il est précisé que Wortman pourrait se trouver n'importe où dans la province. Environ à la même heure que ce rapport interne, la GRC envoie un nouveau tweet. Un tireur actif est à l'œuvre, mais le danger est circonscrit à Portapique. 50 minutes plus tard, un autre tweet identifie Wortman sans mentionner où il se trouverait. La GRC ne partage aucune des autres informations reçues durant la nuit. J'ai lu et relu tout ce que la GRC a publié. Elle n'a jamais dit qu'il portait un uniforme ou qu'il conduisait une voiture de police. Si la GRC nous avait dit ce qu'elle savait dès 11h samedi soir, Kristen n'aurait jamais pris la route. Elle serait restée à la maison. Pour Heather O'Brien, cette information est venue trop tard. C'est après la mort de maman qu'ils ont publié l'information qu'il était dans la région de Glenholm. C'est après sa mort qu'ils ont dit qu'il conduisait une voiture de la GRC. C'est après, tout ça après. Et la GRC savait déjà tout ça? Depuis des heures. La veille, en fin de soirée? Oui. O'Brien et Beaton ont été assassinés peu après 10 heures dimanche matin. À 10h17, la GRC a finalement fait part des informations essentielles qui, selon les familles, auraient pu sauver les deux femmes, ainsi que d'autres victimes. C'est la première fois qu'on fournissait ces détails à la population? En matinée à 10h17. Oui. Ça aurait pu changer quelque chose? Sans aucun doute. Si votre mère avait eu ces détails? Oui, ça aurait tout changé pour ma mère. Et aussi pour Lillian Islop et Kristen Beaton. Et pour Joey Weber, Gina Goulet. Pourquoi? Parce qu'ils ont omis d'informer la population pour qu'elle puisse se protéger. Ils n'ont rien fait. Heather O'Brien avait 8 enfants et 12 petits-enfants. Ma mère, c'était la bonté. C'est le mot qui la décrit le mieux. Elle était prête à tout faire pour les gens. Elle aurait donné sa chemise. C'est comme si
Si elle avait su qu'elle devait concentrer toute une vie d'amour en 3 ans, notre vie était parfaite. Tout était si parfait. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. On souhaitait en avoir un deuxième, et ça a marché. On était tellement heureux. Tout semblait nous sourire. On vivait au jour le jour, mais ça ne nous dérangeait pas. On était là l'un pour l'autre. Avec un garçon en bonne santé et un autre qui s'en venait. Dans un instant, on va vous révéler d'autres détails touchants au sujet des victimes. Vous allez comprendre pourquoi leurs familles sont décidées à obtenir toutes les réponses. Mon père a retrouvé des douilles dans l'habitacle. Ils n'ont jamais nettoyé la voiture. Il restait encore des lambeaux d'ailes dans la voiture quand ils nous l'ont rendue. Après la tragédie, la Nouvelle-Écosse tout entière a manifesté son soutien aux familles des 22 victimes. Mais quand ces familles se sont mises à poser des questions au gouvernement et à la police, ce fut le silence radio. La GRC ne m'a absolument rien appris. Je ne sais rien de plus qu'en avril ou en mai dernier. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas quoi penser. Je crois que c'est une honte. On ne devrait pas avoir à se battre pour des réponses ou à supplier. C'est comme ça que je le vois. Mais ils devaient se battre, et parce qu'ils l'ont fait, il y aura une enquête publique. Les conclusions ne sont pas attendues avant au moins 2 ans. Chaque famille vit encore avec des questions qui font mal. Et si la GRC n'avait pas présumé que Wortman était mort? Je leur ai posé la question et ils n'ont pas pu me répondre. Ils ont dit qu'ils feraient des recherches et me reviendraient. Toujours rien. Et ça fait des mois. La GRC soutient que le fait que Wortman s'est fait passer pour un agent de la GRC n'a joué aucun rôle dans la mort de qui que ce soit. Le tireur n'a pas utilisé sa réplique de voiture de la GRC pour intercepter les victimes dans leur véhicule. Nous savons qu'au moins 3 victimes se sont arrêtées en voyant une voiture de la GRC parce que ça les rassurait ou qu'elles voulaient faire leur devoir de citoyen ou que les agents leur semblaient en difficulté. Dire qu'un véhicule ou un uniforme de police n'ont pas influencé les victimes est une affirmation mensongère. La famille O'Brien soutient qu'on lui a menti. On leur a expliqué que Heather O'Brien avait été atteinte par le tireur qui se trouvait de l'autre côté du chemin, à une certaine distance. Nous savons qu'il était... En fait, que sa main et son arme étaient à l'intérieur de la voiture. Comment le savez-vous? Parce que mon père a retrouvé des douilles dans l'habitacle. Ils n'ont jamais nettoyé la voiture. Quand ils nous l'ont remise, on a retrouvé beaucoup d'éléments de preuve. Quels éléments? Il restait encore des lambeaux d'ailes dans la voiture quand ils nous l'ont rendue. Les familles poursuivent maintenant la GRC et la province de la Nouvelle-Écosse pour négligence. Tout ce qu'on veut, c'est des réponses, la vérité et de la transparence. On veut que la GRC admette qu'elle a échoué, qu'elle a fait des erreurs et qu'elle va tirer des leçons pour ne plus que ça se reproduise. Elle devrait déjà être en train de faire cette analyse. Ils font quoi? La GRC refuse de répondre à cette question ou à toute autre question puisque l'enquête n'est pas complétée. En juin, Amelia McLeod a gradué de l'école secondaire, mais sans son père. C'était une dure journée, très émotive.
Avais-tu songé à ce qu'aurait été cette journée si ton père avait encore été en vie? Ça aurait été bien plus joyeux. Il aurait été là, si fier. Ils l'auraient été tous les deux. Que dirait votre mère devant une telle situation? Comme je le dis souvent, si la même chose s'était passée pour moi, une de mes sœurs, mon frère ou mon père, elle en aurait fait autant, sinon plus. Elle ne se serait pas contentée de demi-mesures. Elle aurait exigé la vérité. Elle aurait été bien pire que moi. Les gens trouvent que j'en fais trop, que je prends de la place. Mais les agents de la GRC auraient été terrorisés de la voir débarquer. Elle n'aurait jamais accepté de se faire dire non. Ouais. Vous dirigez l'entreprise familiale maintenant? Oui, c'était prévu que je prenne la relève, mais pas si vite ni de cette façon. Et maintenant, vous prenez soin de vos frères? Oui, Quel âge avez-vous? 27 ans. Tout ce poids sur vos épaules à 27 ans? Ouais. Je fais ce que j'ai à faire, ce que mon père voudrait que je fasse. Je pourrais pleurer et ne rien faire, mais ce n'est pas ce que Kristen voudrait. Ou je peux me battre. Je ne vais pas m'arrêter. J'ai tenté de faire une pause pour guérir, pour encaisser tout ça, mais ce n'est pas moi. Je veux des réponses. J'ai dit assez, c'est assez. Je suis prêt à me battre. En décembre, il y a eu des développements dans cette triste histoire. La conjointe de fait de Gabriel Wortman ainsi que 2 autres personnes ont été accusées de lui avoir procuré des munitions illégalement. Il est encore tôt pour tirer des conclusions. D'ailleurs, la GRC dit que ces 3 personnes qui sont accusées n'avaient pas conscience de ce que Gabriel Wortman allait faire de ces munitions. Entre-temps, les familles des victimes fondent beaucoup d'espoir sur l'enquête publique qui a été déclenchée sur le drame de Portapique. J'espère que vous avez été touchés par le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.